Voilà, bienvenue. On va aborder donc, comme vous le savez, la gestion des maisons de famille, puisqu'on a tous, j'imagine, connu plus ou moins les petites tracasseries familiales sur qui vient quand, qui prend la maison tout seul ou pas, les périodes qui se chevauchent, les groupes WhatsApp qui chauffent un peu, etc. Donc ça, c'est tout l'intérêt de cette réunion aujourd'hui. Donc, c'est que votre patrimoine doit être un trait d'union entre les générations, une source de joie et non de charge mentale. Voilà, puisque j'imagine que parmi ceux qui écoutent aujourd'hui, beaucoup sont entre guillemets les gestionnaires ou les parents ou les propriétaires et entre guillemets les arbitres surtout de cette gestion de planning. Voilà. Donc, on va voir période pour garantir une gestion sans faille, préserver la sérénité de tous les membres de la famille et bâtir, j'espère, et continuer à bâtir des souvenirs inoubliables. La première chose à faire dans cette présentation, c'est qualifier le temps, en fait. La première cause de conflit dans une maison de famille, c'est le manque d'organisation. Donc, pour y remédier, la première étape, c'est de qualifier votre calendrier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, nous, en famille. Et qui, vous allez voir, va vous apporter pas mal de bénéfices. Je disais, il faut qualifier le temps. Et donc, il faut séquencer l'année. On a proposé, en fait, d'identifier un certain nombre de couleurs, de codes couleurs, qui vont être destinés à des périodes. Évidemment, le rouge, l'orange, le vert et le gris, en partant de la plus forte influence. Donc, du coup, la période la plus chaude étant la période rouge. Ces périodes de couleurs vont évidemment s'adapter à des différentes typologie de maison. Il est évident que pour une maison de campagne, par exemple, ou de bord de mer, la période rouge va être 14 juillet, 15 août, et peut-être même les fêtes de Noël. À l'inverse, un chalet au ski ou un appartement à la montagne peut être un... Et donc, quelqu'un qui est à chalet à la montagne va pouvoir, lui, définir ses périodes rouges comme les fêtes de Noël, évidemment, et les les vacances de février. Voilà, donc en fait, c'est important de définir ces typologies de périodes parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, dans une maison de famille, euh, indépendamment de l'éloignement des uns et des autres, de ceux qui veulent venir, indépendamment des situations professionnelles des uns et des autres, il est évident quand vous avez une fratrie d'enfants, tous n'ont pas les mêmes obligations et les mêmes disponibilités pendant les vacances. Quelqu'un qui est prof, évidemment, est en vacances scolaires sur la période de juillet et d'août, à l'inverse d'un enfant qui travaille en tant qu'avocat ou dans la finance ou dans une industrie, ou même qui est saisonnier, ne pourra pas venir sur ces périodes-là ou plus difficilement, en tous les cas avec des zones restreintes. L'intérêt ici, c'est que quand on qualifie ces périodes de calendrier, on fige en fait quelque chose qui est commun à toutes ces typologies de personnes, comme je vous disais, ces différents enfants avec leurs différentes contraintes professionnelles, familiales. C'est que le calendrier, en fait, il est défini. Et celui-là, il est commun à tout le monde. Donc, à partir du moment où vous avez défini par rapport à la typologie de la maison les périodes de chaleur, on va dire, ou les périodes de couleur, vous allez voir naturellement l'organisation qui va se dessiner avec, pour certains d'entre eux, des volontés différentes en fonction de ces personnalités. Donc ça, c'est intéressant de qualifier le temps et on va voir pourquoi après avec les différentes méthodologies que je vais vous proposer. On a identifié même, vous voyez, dans ce slide, pour ceux qui ont des résidences ou des propriétés à l'étranger. Alors évidemment, à l'étranger, il y a autant de situations. Si c'est un appartement dans une grande ville ou au bord de la mer ou aux montagnes ou dans le désert. Voilà, donc ça s'ajuste et ça s'adapte aussi pour ces contextes-là. La première proposition qu'on a constatée, et je ne vous cache pas que nous avons mis en place, nous, dans notre famille, c'est la rotation séquentielle. C'est une rotation automatique. En fait, comment ça fonctionne? La première grande, c'est la prévisibilité. L'atout, on va dire, c'est sa prévisibilité. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que imaginez, il faut vous placer dans un contexte. Si vous avez 2, 3, 4 enfants, on va dire que le cycle est de 2 enfants. Le cycle est égal au nombre d'enfants. En fait, si vous avez 3 enfants, on va dire que l'intérêt d'une méthodologie comme celle-ci, ça va être appliqué sur 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque enfant, vous allez pouvoir dire, l'enfant numéro 1, on va l'appeler, j'en sais rien, on va l'appeler Marc, par exemple. L'enfant numéro 1, en période rouge, donc du 14 juillet au 15 août, on va définir donc ces 30 jours, divisé par 3, ça va faire 10 jours. Donc, Marc va venir la première année du 14 au 24 juillet.
La seconde année, Marc, en fait, il viendra du 24 juillet au 5 août. Et la troisième année, Marc, il viendra du 5 août au 15 août. Donc, en fait, au bout de ce cycle-là, Marc, il aura vu toutes les périodes rouges de la maison. Et après, l'année numéro 4, Marc, il revient du 14 juillet au 25 juillet. Donc, l'intérêt de ça, c'est que c'est ce qu'on appelle une rotation séquentielle glissante. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il y a une automatisation en fait du roulement sur cette période-là. Donc, ça peut être sa période rouge, mais c'est appliqué évidemment sur les autres couleurs. Hein. Il n'y a pas de difficulté. À la Toussaint, si vous faites des périodes de la totalité de la vacance de la Toussaint ou d'une demi-vacance de Toussaint, du coup, c'est pareil. Il y a peut-être des années où Marc il viendra, une année où il ne viendra pas, pardon, et 2 années où il viendra si vous faites des périodes d'une semaine. Donc, vous adaptez en fait cette rotation qui est automatique. L'intérêt, c'est comme c'est automatique, c'est que c'est très prévisible. Donc, du coup, chaque enfant, en fait, peut prévoir ses propres vacances dans la maison d'une année sur l'autre, voire même d'une année sur la suivante et celle d'après en fonction j'ai envie de dire, du nombre de périodes que vous avez définies et du nombre d'enfants que vous avez. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet d'organiser tout ça d'un point de vue financier, quand vous avez des déplacements, enfin quand les enfants ont des déplacements à faire assez loin, du coup d'anticiper les billets de train, etc. C'est très prévisible. Donc ça, c'est un vrai atout. C'est très équitable, puisqu'en fait, il y a vraiment cette notion de rotation. Donc chacun verra la meilleure période de la maison. Donc, il est évident que du 5 au 15 août ou du 24 juillet au 5 août, c'est vraiment idéal quand vous êtes sur le littoral français. En tous les cas, c'est là où il y a le moindre risque de pluie. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle la rotation séquentielle. C'est très mathématique. Alors, ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est assez froid. On va dire que ça n'amène pas beaucoup la communication en famille. Et l'inconvénient, c'est cette espèce de rigidité. Alors après, vous pouvez, j'ai envie de dire, l'amender et lui donner un peu plus de souplesse, où chaque enfant peut échanger une de ces périodes entre eux. Oui. Mais ça reste d'un enfant vis-à-vis de l'autre. Voilà, il n'y a pas de notion de bourse d'échange comme on verra tout à l'heure. Voilà pour cette première méthodologie. Alors nous, pour votre info, je vous donne un petit retour d'expérience. On l'avait fait juste pour les périodes d'été dans notre maison en Bretagne. Et puis finalement, en fait, on s'est aperçu que malgré les inconvénients que je viens de vous citer, mais il y avait quand même une certaine prévisibilité, puis c'était quand même assez automatique et puis très équitable, donc il n'y avait pas de sujet sur l'équité, et ça c'était très intéressant pour nous puisqu'on est sur une fratrie de 5. On a décliné en fait cette rotation sur le reste du calendrier de l'année. Alors après, avec des périodes qui n'étaient pas de 12 ou 13 jours, mais avec des périodes de 1 semaine. Sur le reste de l'année, on a défini des périodes grises, nous, et ça s'est passé comme ça. Donc, on n'a pas fait 4 couleurs, nous, on n'en a fait que 2, puisqu'on est sur un site assez spécial. Et en plus, on a, pour info, supprimé le janvier-février, parce que on va dire que Bretagne Nord, janvier-février, il n'y a pas tellement d'intérêt, quoi. Enfin, c'est difficile, on va dire. C'est moins facile et il y a moins de plaisir. Alors, on y va plus on va dire pour l'entretien dans ces périodes-là. Donc ça, c'est la rotation. Là, c'était la première méthodologie. La deuxième méthodologie, qui est une alternative à la rotation automatique, c'est la rotation du choix, ce que j'ai appelé le draft, un peu comme aux États-Unis sur le modèle du basketball américain. En fait, le concept, c'est quoi? C'est que vous avez 3 enfants ou 5 enfants. Et en fait, chaque année, il y a une rotation du choix de la période. C'est-à-dire que quand vous allez vous réunir en famille, je ne sais pas, aux alentours du 15 janvier ou du 15 décembre, à l'inverse, peu importe, le jour où vous avez cette réunion, Marc, la première année, il va avoir le choix des périodes orange. Et c'est lui qui va avoir le premier choix. Puis après, ce sera son frère, sa sœur, etc. Et quand vous allez parler de la période orange, la période suivante, pas la période rouge, mais la période orange, Marc, ce sera il aura le dernier choix. Et en fait, comme ça, vous inversez la priorité du rouge. Après, il est dernier du orange, puis il sera premier du vert et il sera dernier du gris. Et en fait, vous alternez en fait un système de rotation automatique du choix des périodes. Donc en fait, chaque enfant participe
à l'occasion d'une réunion. Donc, ça peut être des réunions assez longues, d'après ce qu'on m'a dit, même s'il y a ce roulement automatique, mais c'est une rotation du choix à chaque fois avec, comme je disais, cette notion d'inversement. Ce ne sont pas les dates qui tournent, mais le pouvoir de décider. Voilà. Si on devait résumer en un mot, voilà, donc l'année 1, votre frère choisit sa semaine d'été en premier, l'année 2, il passera en dernier pour que ce soit parfaitement équitable. On procède par tour, comme je disais, le système du modèle de basket américain. Chacun choisit une seule semaine, rouge au premier tour, puis au second tour, l'ordre s'inverse pour que le dernier servi devienne le premier à choisir. C'est une méthode très saine, donc qui favorise la discussion, mais qui peut être un peu longue. L'inverse, en termes d'inconvénients, c'est qu'il n'y a pas cette prévisibilité et cette anticipation longue d'une année sur l'autre, voire même d'une année sur plusieurs années, de quand est-ce que vous allez venir à la maison. Il y a cette souplesse de pouvoir choisir et de pouvoir s'arranger entre frères et sœurs chaque année, avec les discussions qui peuvent être un peu serrées, on va dire, mais à l'inverse, il n'y a pas cette prévisibilité. Donc c'est un choix alternatif, c'est toujours un système de rotation, mais une alternative à la rotation automatique qu'on a vue précédemment. L'autre méthode, donc c'est les points et les bourses d'échange. Donc comment ça fonctionne en fait? Pour les grandes familles qui ont des agendas très complexes, le système ultime, c'est celui des crédits jours, donc le système à points que vous voyez à l'écran. Chaque propriétaire reçoit un budget de points et en vous basant sur votre calendrier de désirabilité, donc le calendrier des couleurs que j'ai appelé tout à l'heure, une nuit rouge vous coûtera par exemple 5 points. Donc c'est à vous de définir que les nuits rouges coûtent 5 points, les nuits oranges 3 points, les nuits vertes 2 points et les nuits grises 0,5. Et en fait, cette méthode, elle responsabilise tout le monde et elle met fin aux demandes irréalistes. Et mieux encore, elle permet de créer une véritable bourse d'échange intrafamiliale. Donc là, on rentre dans une phase, on va dire, de gestion d'un planning où on va négocier en fait entre frères et sœurs. Donc si Marc par exemple il peut pas y aller cet été, bah, il peut conserver ses points pour l'année suivante ou pour l'autre période dite rouge, ou alors il peut les céder à un cousin. Donc soit avec un système de cession, un don gratuit, soit en rémunération. C'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. C'est l'approche un peu capitalistique de la gestion la gestion des plannings de maisons de famille. Mais c'est géré, entre guillemets, avec bienveillance et transparence, puisqu'il y a cette notion de valeur du point et de bourse du point. Donc chacun, normalement, chacun doit avoir le même nombre de points rouge, le même nombre de points orange, vert et gris. Donc voilà, c'est une autre alternative de gestion de points. C'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est pas encore mis en œuvre dans la plateforme chez Héritage, ça va pas tarder à l'être d'ici l'été, je l'espère. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et alors en termes d'avantages, j'ai envie de dire, c'est très adapté quand vous avez beaucoup d'enfants, de cousins qui ont des droits d'accès dans la maison. Parce que du coup, en fait, on s'aperçoit quand vous avez des grandes fratries que y en a certains qui vont pas y aller pendant une année, 2 années, parce que c'est pas le moment opportun. Donc du coup, en fait, ils créditent des points. Et le jour où ils viennent, par contre, ils peuvent venir en un seul coup, 15 jours, 3 semaines, voilà, quand ils se sentent en crédit positif. Autre chose par rapport à cette méthodologie qui est à prendre en compte, c'est comme vous avez défini un système de points, il va y avoir un système, il va falloir mettre en rapport et en miroir les points, combien ils coûtent. Donc, on va parler de sous. Et ça, on va le voir juste après. Mais donc, un point a une valeur. Et comment on détermine cette valeur. Ça, on le verra par la suite. Voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. Moi, je suis concentré dans ma présentation, mais Marina note toutes vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre évidemment sur la fin de la session. Voilà, la méthode suivante, c'est l'équité, j'ai envie de dire, voilà, jusqu'à l'intérieur de la maison. En fait, souvent, on planifie parfaitement le calendrier, mais le conflit, en fait, il éclate en ouvrant la porte de la maison. Voilà, qui prend la suite parentale avec la salle de bain, qui finit dans le dortoir avec les enfants, etc. Donc, nous, on croit que l'équité, elle s'étend aussi à la géographie intérieure de la maison. Que ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent avoir la belle suite avec la vue sur la mer ou la terrasse et la vue sur la piscine.
Donc, du coup, la règle d'or, c'est d'assigner en fait des espaces avant la réservation, c'est-à-dire de cartographier votre maison en fonction de sa capacité d'accueil. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer dans Cher Héritage dans très, très peu de temps. Donc, avec votre capacité d'accueil, pièce par pièce, est-ce que le lit fait 90, 120, 140, pardon, 160, 180, voire même 2 mètres? Est-ce qu'il y a une salle de bain, pas de salle de bain, etc. Ce qui vous permettra aussi, par rapport à ceux qui louent les maisons, d'interfacer avec des plateformes comme Airbnb ou Booking. Mais en tous les cas, pour revenir à notre gestion de planning, en fait, ce qu'il faut, c'est que quand vous avez identifié les pièces, vous puissiez. Alors, euh, moi, j'aime bien, par rapport à ça, c'est favoriser quand même aussi la partie euh, physiologique. C'est-à-dire que les chambres en rez-de-chaussée, bah, elles sont plutôt réservées soit à des personnes qui peuvent être handicapées, soit des personnes qui ont une mobilité réduite, voire même des seniors, ou surtout des parents qui peuvent avoir des bébés. On sait souvent qu'en vacances, quand vous arrivez avec un nourrisson, c'est pas forcément la bonne idée que de mettre le papa et la maman avec le bébé dans la même chambre, à l'autre bout de la maison, surtout s'ils doivent se lever 3 fois dans la nuit pour faire les biberons. Voilà, donc il y a entre guillemets du bon sens, comme dirait l'autre, mais il y a aussi le fait de s'adapter à l'équité de la maison et en l'occurrence à faire tourner les chambres. Donc il faut prendre ces deux paramètres qui sont pas faciles à mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que je vous dis au début, il faut vraiment structurer la maison. Et quand vous faites les plannings de réservation, bah, de pouvoir affecter, en fait, quand vous avez plusieurs familles qui viennent parce que vous avez la capacité d'accueil d'accepter Marc, sa femme et ses enfants, ainsi que son frère et sa sœur, de pouvoir faire tourner régulièrement les chambres si jamais il y a entre guillemets, des conflits, soit d'usage, soit d'ego, mais que ce puisse être rotatif. Alors après, certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais Marc, il a toujours sa chambre, il dort toujours dans sa chambre, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, quand il y a des maisons de famille qui sont utilisées par souvent plusieurs frères et sœurs, il y a toujours un peu cette espèce de, quand ils viennent en même temps, cette espèce de qui prend les meilleures chambres, etc. Donc voilà, donc ça, cette notion de calendrier liée à la chambre, pas forcément liée à la maison d'une part, mais aussi liée à la chambre et ou à la chambre, comme il y a l'autre, c'est important de le prendre en compte parce que toujours, moi, je vous dis, l'objet de cette présentation, hein, c'est de favoriser l'équité et la transparence et de vous donner des idées. Je ne vous dis pas qu'il y a une des méthodes qui doit s'adapter à votre situation. C'est que j'ai aussi chez nous mis en place cette première version avec une alternative, c'était la rotation automatique, mais un planning que de 2 couleurs, donc il n'y a pas de vérité. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner des idées. Voilà. La dernière méthode, alors celle-là, c'est la plus compliquée. Aujourd'hui, sur notre solution chez Héritage, on la propose pas encore, mais c'est quelque chose que vous retrouvez d'entre vous qui peuvent, certains d'entre vous qui louent les maisons, qui ont des outils comme qui louent des maisons pardon, via Airbnb avec des outils comme ce qu'on appelle des PMS, qui vous permettent en fait, vous savez, de faire varier. Enfin, Airbnb vous fait varier les prix de location en fonction des saisons et des périodes justement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'algorithme, hein. Donc c'est très technique, c'est très mathématique en même temps, puisque ça va prendre en compte tous les paramètres pardon, de situation géographique de la maison, de typologie de la maison, de période de la maison, et ça va être mis dans un système intelligent pour que, en fonction des uns qui réservent à cette période-là, cette année-là, est-ce qu'ils pourront réserver l'année prochaine à cette même période-là, etc. Donc c'est ce que mettent en place, je dis, des PMS ou des family office, ce qu'ils utilisent de plus en plus. Donc c'est l'algorithme de réservation dynamique. Voilà, c'est compliqué. Donc c'est pas vous qui faites les calculs, hein, c'est l'algorithme qui évalue en permanence en fait ce score d'équité pour que chaque membre soit équivalent à son frère, à sa sœur ou à ses cousins. Voilà, donc par exemple, si l'année dernière, un des marques a bénéficié exceptionnellement de 2 périodes rouges, bah, l'algorithme, il le gardera en mémoire. Et l'année suivante, bah, lors des demandes estivales, le logiciel privilégiera automatiquement les requêtes de la sœur de marque, dont le score révèle un déficit d'accès aux périodes précitées. Voilà, donc c'est vraiment remplacer la subjectivité humaine par une logique mathématique incontestable. On est tout soupçon de favoritisme, mais aujourd'hui,
Moi, je peux pas vous le proposer dans la plateforme Cher Héritage, c'est pas encore branché. Et voilà, ce sont des, je n'ai pas trouvé de logiciel qui le fasse, qui propose cette solution-là. La seule chose dont je me suis inspiré, parce que je veux le proposer dans notre solution, je m'en suis inspiré, comme je disais à l'instant, des PMS de Airbnb dans leur calcul de coût d'une nuit pour à la fois pour les propriétaires et puis pour les visiteurs. Voilà. Donc c'est plus compliqué, c'est pour ça que je passe un peu plus rapidement sur cette slide. Alors, je vous parlais tout à l'heure des points, notamment sur la solution numéro 3, avec oui, Marina, tu as bien raison. Elle me dit un PMS, c'est pas clair. Le PMS, pour ceux qui ne louent pas des maisons via Airbnb, je fais juste une petite aparté, c'est l'outil que propose Airbnb, qui est un petit logiciel qui vous permet de mettre vos annonces, etc., et qui a un certain nombre de fonctionnalités, dont l'optimisation du coût et du chiffre d'affaires potentiel que vous pouvez faire avec Booking ou avec Airbnb, quoi. Ça s'appelle un Personal Management System, c'est l'abréviation, l'acronyme que j'ai édité. Voilà. Pour revenir donc sur merci Marina, pour revenir sur le système des points. Comme je vous disais tout à l'heure, les périodes rouges, on va dire 5 points, la période orange 3 points, la période verte 2 points, et puis 0,5 la période grise. Ce que je propose, moi, c'est de séparer, la première chose, c'est de séparer les coûts. En fait, quelle que soit la typologie de la maison, que ce soit une maison de Bretagne, ou un chalet au ski, ou une maison de campagne, avant même d'y habiter, avant même d'entrer, j'ai envie de dire, la clé dans la porte et d'ouvrir la porte pour en profiter, vous le savez tous, vous avez des charges fixes récurrentes qui sont incompressibles et qui reviennent d'une année sur l'autre, qui sont évidemment les taxes foncières, les taxes d'habitation, souvent sur les résidences secondaires, donc on a encore la chance d'avoir les deux taxes. Vous avez une assurance qui est indispensable et obligatoire. Vous avez très probablement un contrat avec une régie de l'eau et très certainement aussi un contrat lié à l'énergie, que ce soit du fuel, de l'électricité ou autre. Et puis enfin, j'imagine aussi quelque chose lié à tout ce qui est sécurité, type contrat d'alarme ou contrat de téléphone. Donc ces charges fixes-là, en fait, vous allez les retrouver l'année prochaine, elles vont probablement augmenter, il n'y a rien qui baisse. Et j'insiste là-dessus parce que en fait, ces charges-là ne doivent pas rentrer, à mon sens, dans le rapport au point. Donc, ces charges fixes, vous êtes 3 enfants, ou ils sont 3 enfants dans l'indivision, peu importe. Voilà, il y a, j'en sais rien, 3 000 euros de charges fixes annuelles. Elles sont divisées à 3, ça fait 1 000 euros par personne. Après, c'est à vous de vous organiser sur comment vous allez les régler. Est-ce que c'est un appel de fonds une fois ou deux fois dans l'année, ou tous les trimestres, ou même après les mois mensuels, peu importe, c'est à vous de le voir. Mais ça ne rentre pas dans la gestion du planning et de son occupation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres coûts, qui sont des coûts, entre guillemets, dits variables. Les premiers, c'est, on va dire, les coûts d'exploitation de la maison. Donc, pour faire tourner la maison, ça peut être la consommation électrique de la période à chaque fois, puisqu'on va pouvoir très prochainement brancher, pour ceux qui veulent, le compteur Linky à votre compte Cher Héritage. Vous avez très probablement, je ne sais rien, des consommations de bois quand vous êtes à la campagne, si vous venez en hiver, qui ne sont pas du tout les mêmes que quand vous venez en été, etc., etc. Donc des charges qui peuvent être variables liées à l'exploitation de la maison et surtout le budget, on va dire, d'entretien et d'investissement. Alors, dans les charges variables, on peut mettre un peu l'entretien et puis l'investissement sera à part. Peu importe, ça c'est à vous de vous organiser. Mais en tous les cas, tout ce qui est entretien, ça va être le personnel éventuellement personnel de ménage, le personnel de jardin, divers et variés. Et puis après, ça va être tout ce qui va être entretien de la maison, investissement. Donc là, ça va être les travaux de maintenance pour que la maison continue de fonctionner dans l'état dans lequel elle doit être, et surtout éventuellement d'investissement quand il faut investir sur des projets un peu lourds, la rénovation des huisseries, changer une chaudière, refaire des salles de bain, enfin n'importe quels travaux. Et en fait, ces deux types de coûts, donc exploitation et investissement, eux, pour moi, doivent être votés en début d'année. On se dit quand vous êtes 3 indivisaires, bah, vous dites, OK, cette année, on va définir, j'en sais rien, 6 000 euros, 7 000 euros
d'entretien et d'investissement. Vous répartissez à 3, ça fait grosso modo 2300 euros. Sauf que si vous faites cette optique-là, la gestion des périodes et des points n'a plus lieu d'être puisqu'on serait plutôt dans un système de rotation automatique. Alors que si vous vous dites c'est 7300 euros, on se dit que les périodes rouges doivent financer 50 ou 60% de ces 7000 euros. Donc, c'est-à-dire 3500 euros. Donc, les gens qui vont venir en août, en fait, l'objectif, c'est qu'ils payent les 3 semaines, enfin les 30 jours, donc 3005 divisé par 30, ça veut dire 100 euros par jour. Quoi, et en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez fait ça, vous avez défini le prix du point, c'est que la maison, elle va forcément être occupée en août, et donc, du coup, le montant de l'exploitation et de l'investissement va être atteint, mais que ceux qui viennent sur des périodes très faibles, notamment les périodes vertes et les périodes grises, ça leur coûte très peu cher, voire quasi pas de coût. Pourquoi? Pour faire vivre la maison. Parce qu'en fait, la grosse difficulté qu'on rencontre tous, enfin, souvent, c'est qu'on a beaucoup de résidences secondaires, mais qui sont très utilisées pendant les belles périodes et peu, voire fermées pendant les périodes froides. Et ça, c'est un gros problème parce que la maison, elle se dégrade, elle n'est pas entretenue, elle ne vit pas. D'un point de vue environnemental, c'est quand même pas dingue quand vous êtes dans des communes de voir des maisons fermées 80% ou 90% du temps, puis ça peut aiguiser l'appétit de certains cambriolages. Voilà, donc c'est l'objectif de cette bourse de points quand vous la mettez en place, c'est que ça encourage, j'ai envie de dire, l'utilisation de la maison pendant les périodes grises, où là, vos neveux, frères et sœurs, etc., vont venir pour quasiment un coût zéro, mais d'une part, de faire tourner la maison, de la garder chaude et utilisée, et puis, évidemment, quand on change de paradigme et qu'on arrive avec de la bienveillance, à l'entretenir et évidemment à faire des travaux de maintenance pendant ces périodes un peu froides. Voilà, donc ça, c'est important de pouvoir mettre en rapport l'argent avec le coût des points, voilà, comme je vous disais. Et surtout, dans l'argent, de différencier les deux types de charges, les charges fixes d'une part, et puis tout ce qui va être variable et investissement d'autre part. Et c'est vraiment pour bien synthétiser, hein, c'est sur le variable et l'investissement que le rapport du coût du point doit se jouer. Enfin, en tous les cas, à mon sens, je n'ai pas trouvé d'autres solutions et d'autres alternatives. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, puisqu'il est 18h30, voilà, l'objectif, c'est qu'une fois que vous avez, moi je vous ai montré des méthodes, je vous ai expliqué le calendrier, la grille de désirabilité, les différentes méthodes, le coût le rapport à l'argent, etc., sur cette partie-là. Ce qui est important, c'est que vous puissiez en fait figer ça, et c'est ce qu'on a fait nous, dans un document qu'on peut appeler une gouvernance, une convention, enfin, quel que soit le terme, mais vous puissiez le structurer dans un document et que ça puisse être en fait signé. C'est un peu idiot de le dire, mais ça peut être signé pour une période définie. Comme je disais, les périodes doivent être. Une période pour moi est égale au nombre du nombre de personnes de la fratrie. Si vous avez 3 enfants, une période c'est 3 ans. Si vous en avez 5, une période c'est 5 ans. Pourquoi? Parce que quelle que soit la méthodologie, ça vous permettra de faire un cycle complet. Que ce soit la méthode du choix, la méthode de la rotation automatique, la méthode des points, et que chaque enfant puisse toujours être à un moment le premier et à un moment le dernier. Donc, c'est l'intérêt du sujet. Mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est vraiment sanctuariser cette discussion. C'est des discussions qui ne se prennent pas en une réunion. Hein. Nous, ça nous a pris 4, 5 réunions pour arriver à une conclusion et une validation globale. Mais une fois qu'on a eu ça, on a insisté tous pour que ce soit signé, parce que comme ça, en fait, il n'y a plus de retour possible, il n'y a plus de discussion possible, et surtout, en fait, ça apaise tout le monde de savoir que le planning, il est géré de cette façon-là. Voilà. Et puis après, on verra dans d'autres webinaires auxquels j'espère vous retrouver, pareil, un budget, etc., etc. Donc, il y a plein de gouvernance différentes à mettre en œuvre, quel que soit le régime juridique, hein, qu'on soit sur une indivision, sur une SCI, sur une SARL de famille, il y a toujours cette notion de structurer les règles. Il ne faut pas mettre un surplus de règles, mais plus vous avez, entre guillemets, des baselines et des grandes fondations,
plus la discussion derrière s'apaise et reste bienveillante pour des gens chez qui ça se passe très bien. En tous les cas, redevient positive quand il y a des difficultés en famille. Voilà, j'en ai fait le tour. Je suis tout à fait disponible pour écouter toutes vos questions. Comme je vous le disais, hein, j'ai pas de vérité, mais ça, c'est un travail, ce webinaire-là, c'est un travail que j'ai voulu vous proposer parce qu'en fait, c'est le retour des 6 derniers mois de commercialisation de notre solution, donc chez Héritage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme qui vous permet de gérer les biens en indivision, avec notamment le planning, entre autres, comme fonctionnalité, mais plein d'autres fonctionnalités. Et c'est le retour d'expérience de tous les utilisateurs qui ont gentiment accepté de nous partager leur intimité et qui nous ont évidemment remonté des demandes d'évolution pour la plateforme. Je vais vous réallumer les micros, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser vos questions par écrit. Je suis là pour ça. Voilà. Peut-être une question, évidemment, les inscriptions de chaque enfant se fait à l'année N, par exemple, avec un mode opératoire, un dispositif de rotation qui est décidé à ce moment-là. S'il y a un nouvel enfant ou enfin, il se passe quelque chose dans la famille qui modifie l'effectif parmi la fratrie. À tout moment, évidemment, on peut modifier les paramètres, j'imagine. Absolument. Alors aujourd'hui, dans la plateforme chez Héritage, tout ce qui est création des rotations automatiques, c'est déjà en place. Okay. Vous pouvez créer des périodes avec des systèmes de rotation automatique toutes les 5 semaines, renouveler cette période automatiquement dans le calendrier pour Marc. Et donc, du coup, de telle date à telle date, et vous créez des périodes, etc. Donc ça, c'est déjà fonctionnel. Ce qu'on est en train de vous mettre en place d'ici fin juin, il va y avoir d'une part la rotation du choix, qui est la première méthode qu'on va vous rajouter. Et puis après, c'est le système de bourse de points. Voilà. L'algorithme version Airbnb, on n'y est pas encore. On a d'autres priorités sur la partie budget et sur d'autres fonctionnalités de la solution. Mais en tous les cas, aujourd'hui, tout ce qui est rotation automatique et puis après choix à la main, hein, de manière aléatoire, on va dire, c'est tout à fait possible. On va ajouter, on a commencé d'ailleurs à ajouter quelque chose sur la plateforme, c'est la notion en fait de mettre un peu de juridique là-dedans. Je m'explique, en fait, quand vous êtes aujourd'hui dans les paramètres de biens, vous pouvez commencer à paramétrer la maison d'un point de vue juridique, c'est-à-dire de dire la maison, est-ce qu'elle est sur le régime de l'indivision, d'une SCI, à l'IR, à l'IS, avec une typologie spéciale, LMNP par exemple, ou monument historique, ou une SARL de famille. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous allez spécifier ce bateau juridique sur lequel elle est enregistrée. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir, si vous souhaitez, définir le nombre de pourcentages ou le nombre de parts, s'il s'agit d'une société, et donc de définir, je sais pas, il y a 20 000 parts, et puis chaque personne en a un certain nombre. Et une fois que vous avez défini ça, vous pouvez même démembrer. Dans le sens où si certains de vos enfants sont nus propriétaires et que vous êtes resté usufruitier, donc de pouvoir identifier le nombre de parts ou de pourcentages en nue propriété et en usufruit pour chacun et chacune des personnalités dans le paramètre de la maison. Ça, c'est la première étape. Ça a été livré il y a 10 jours. Ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas encore, je m'explique, de règles de gestion derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le faire là, dès la semaine prochaine. C'est on appelle un sprint d'évolution qui démarre, dans le sens où, par exemple, typiquement, dans la notion de nue propriété ou d'usufruit, un nu propriétaire ne peut pas réserver sans validation de l'usufruitier une période dans un planning. Vous êtes d'accord? Même si vous avez donné en nue propriété à vos enfants la maison, une partie de la maison de famille, parce que vous lui avez donné les droits de nue propriété, qu'il devient le gestionnaire de cette maison-là. Donc, en fait, ça laissera votre enfant, et c'est là où dans 15 jours, 3 semaines, votre enfant va demander la réservation d'une plage, d'une occupation, mais c'est vous, en tant qu'usufruitier, qui validerez cette plage. Donc, ça, c'est une alternative, j'ai envie de dire, à la gestion. Mais c'est avec un lien juridique. En fait, vous pourrez désactiver ou activer en fonction de la méthodologie. Mais je voulais juste
faire ça, puisqu'en fait, derrière, on a des implications sur le budget, enfin des évolutions sur le budget avec justement certaines dépenses qui sont affectées aux nus propriétaires et certaines dépenses qui sont affectées aux usufruitiers. Donc, on valide ça d'ici le 15 avril et après, on revient sur la gouvernance des plannings que je vous ai exposé il y a quelques minutes. Oui, c'est un gros chantier, ça. Pardon? C'est un gros chantier. Ah, tout est compliqué. Il n'y a rien de facile. Mais en tout cas, voilà, nous, c'est notre métier, c'est exactement de définir en fait ces problématiques qui sont assez complexes, de règles de gestion, de validation, d'autorisation, de refus, etc., que vous rencontrez au quotidien, que je rencontre aussi. Donc, rassurez-vous, j'en suis le premier témoin, de le transformer en quelque chose d'assez simple dans une plateforme. Ça, c'est notre boulot. Merci. Dans ce cas, je vous remercie tous pour votre participation. C'était cette première édition de la table de chez Héritage. Vous recevrez tous le webinar, le lien vers le replay. Comme ça, vous pouvez réécouter avec le PowerPoint que je vous ai présenté. Et puis, on a fait avec Marina, on vous a fait un modèle de gouvernance qu'on va vous envoyer, qui est sous format doc. C'est ça, Marina? Oui. Voilà, exactement. Vous allez pouvoir personnaliser. Donc, on vous a mis plein de petits disclaimers qui vont vous permettre de personnaliser cette gouvernance. Comme ça, je vous invite à retrouver vos familles et éventuellement à trouver des solutions de planning pour pouvoir les valider en interne. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Alexis. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci pour votre attention. Au revoir.